Du coup, bienvenue à ce webinaire. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour discuter un petit peu conduite du changement, en particulier pour créer une culture d'innovation. Donc, on va attaquer cette petite présentation en se présentant rapidement. Donc, je suis ravi de vous rencontrer si je ne vous ai pas déjà croisé au détour d'un Zoom ou d'un Teams ou même d'un Google Meet, hein, si vous êtes assez ouvert. Donc, je suis Victor Boin, cofondateur de Exoflow et designer. Je travaille avec mes clients maintenant depuis plus de 5 ans sur la conduite du changement par l'innovation. Ça passe par créer des projets, accompagner des entrepreneurs, créer des entreprises, cracher des entreprises aussi. Voilà. Donc, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Puis, je suis avec Valentine qui va se présenter, Valentine qui va se présenter rapidement. Bonjour à tous, donc moi c'est Valentine, je travaille chez Exoflow depuis plus d'1 an maintenant. Je suis designer produit de formation et j'accompagne, principalement, des entreprises sur, des sujets, d'innovation dans leur globalité, mais aussi sur des projets, d'assistance à maîtrise d'usage, où on va construire des espaces, qui se veut être collaboratifs pour les entreprises. Top. Voilà, ce qui nous amène à une présentation très rapide d'Exoflow. Donc, on est un cabinet qui a été, comme je vous le dis, fondé il y a 5 ans, donc en 2017, avec mon associé Romain que vous voyez ici, qui doit être en back-office aussi à écouter ce webinaire. On travaille pas mal pour des grandes entreprises, mais aussi pour des ETI, pour des PME qui souhaitent vraiment faire évoluer leur culture, intégrer les collaborateurs dans la création de valeur. Et on a 3 grandes expertises pour faire en sorte que cette culture d'innovation se répande dans l'entreprise, fonctionne. On travaille, comme le disait Valentine, sur les environnements de travail, c'est-à-dire créer des lieux propices à la collaboration qui incarnent vraiment le projet de transformation des entreprises. On essaie de créer des expériences de travail différentes, collaboratives, ouvertes, où vraiment, en fait, tout le monde peut avoir une voix et des process pour s'exprimer. Et enfin, on travaille avec des outils, notamment le design thinking, qui est une méthodologie de gestion de projet qui est très terre-à-terre, très orientée terrain et opérationnel et qui permet d'aboutir assez rapidement à des innovations intéressantes pour les utilisateurs. Donc voilà un petit peu pour nous aujourd'hui. Maintenant, on va parler un petit peu plus du sujet. Je vais laisser Valentine attaquer si ça lui va. Très bien, donc tu peux passer à la slide suivante du coup. Donc on va parler de conduite du changement, mais surtout, à travers, la culture d'innovation. Mais d'abord, on pensait que c'était important de refaire un point sur qu'est-ce que finalement, la conduite du changement? Ça a 2 grands objectifs. Le premier, c'est bien évidemment de faciliter et piloter, ce changement qu'on a décidé en amont. Donc, c'est un choix et c'est souvent, travaillé en amont, hein. On se lance pas dans une conduite du changement, sans rien avoir préparé et en fait, ça mène en fait d'une situation A à une situation B et ce changement, il va falloir donc, le travailler pour éviter un maximum et ça, c'est le point le plus important aussi, dans la conduite du changement, c'est de limiter, la résistance et le rejet qui sont, courants et humains, on va dire, hein. C'est tout à fait normal que ça arrive, que, le projet ne soit pas accepté et donc du coup, cette conduite du changement, elle va anticiper, ces problématiques. Dans la conduite du changement, on a différentes phases et c'est bien de comprendre aussi finalement, quelles sont les strates. On a l'organisation dans son ensemble, c'est celle qui prend la décision et qui va la diffuser à l'ensemble des équipes, le groupe finalement, les petits groupes individuels, enfin, dans leur individualité, dans leur silo et enfin ça va aller jusqu'à l'individu propre qui va avoir un intérêt ou pas à vouloir aller, dans cette conduite du changement et c'est souvent que là, que ça se passe et que ça pose problématique et qu'il va falloir travailler bien évidemment pour informer un maximum, communiquer, pour faciliter puisque, tout à fait normal, comme je disais, de vouloir, éviter un changement. Et je vais laisser peut-être poursuivre, sur la slide d'après. Parce qu'en fait, finalement, on a un symptôme un peu, et en fait, pour ça, on utilise beaucoup la courbe du deuil qui a été adaptée au monde de l'entreprise, par Cynthia Scott et Denis Jaff, qui en fait, la courbe du changement, elle s'associe vraiment dans cette idée où en fait, quand on apprend un changement, ça nous met dans une position où en fait, ça nous demande beaucoup d'efforts et vu qu'on est un peu feignant, l'humain est feignant, il n'a pas envie de changer, il va, être dans le déni finalement de ce changement. Donc, ça correspond un peu à cette première période où on refuse totalement le changement parce qu'on ne le comprend pas, on ne voit pas l'intérêt pour nous personnellement d'appliquer ce changement.
Souvent ce qui arrive ensuite, c'est qu'on comprend que le changement est inévitable et là, on va essayer de résister. On va essayer d'empêcher que ce changement s'applique à soi, en essayant de détourner un petit peu. Mais le changement persistera sûrement et donc c'est là où il va falloir créer un peu ce déclic. Des fois, certaines personnes l'ont, naturellement, des fois, il y en a même qui passent pas par la phase 1 ou la phase 2 et qui acceptent totalement le changement. Mais du coup, ce déclic est très important et des fois, il faut le créer pour les individus et en fait, quand on a compris qu'en fait, le changement allait dans tous les cas avoir lieu, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à explorer, à essayer de comprendre, à essayer de découvrir et se former pour, appliquer ce nouveau changement. Et une fois, finalement qu'on a atteint un niveau de connaissance suffisant et qu'on a réussi à l'appliquer quasi dans notre routine, ce changement, et ben, on peut s'engager et potentiellement, revendiquer que ce changement a été positif. Et tout ça, ça ne se fait pas, ben, en l'espace de quelques jours, ni quelques semaines, ni quelques mois. Ça prend du temps. La question du temps, elle est très importante dans la conduite du changement et effectivement, il faut éviter, ce qu'on appelle, le fameux saut de Tarzan, à essayer tout de suite vouloir, faire passer, les gens d'une situation à une autre, celle du refus du changement à, «Il va falloir faire comme ça». Donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui, des entreprises et d'autant plus qu'aujourd'hui les personnes qui arrivent sur, le marché du travail, si, le fonctionnement de l'entreprise et de l'organisation, ne leur convient pas, ils ont souvent tendance à dire, «Stop» et donc il y a tout intérêt à accompagner et à co-construire finalement, ce changement. Donc dans la conduite du changement, bien évidemment, dans la théorie et même dans la pratique, on identifie 3 grandes phases. On a la phase, 1 qui est celle du diagnostic. Donc là, c'est une phase très importante qui est souvent faite avec la direction où vraiment on va essayer de comprendre, ben, quels sont les enjeux de ce changement, quel est le contexte actuel, l'environnement autour de nous. Là, par exemple, on vit une sacrée crise, donc il y a déjà un sentiment de comment dire? De stress et d'anxiété qui peut, être doublé, voire, complètement, démultiplié quand on vit un changement au travail. Quelle est la nature finalement aussi de ce changement? Est-ce que c'est simplement, une réorganisation ou alors est-ce qu'on est dans un changement process pour, l'ensemble des collaborateurs? Donc il faut le qualifier. Il faut aussi comprendre les normes et la culture. Enfin, en général, la culture et les normes, c'est connu par la direction, mais c'est bien de le remettre sur le papier, de bien cadrer tout ça, de comprendre en fait, quelles sont aussi les ambitions de chacune des personnes qui sont dedans, les parties prenantes et enfin l'impact que ça va avoir sur eux. Si on n'a pas, pris tous ces éléments en compte avant de préparer un plan d'action, on risque, de se confronter à des difficultés. Une fois qu'on a bien tout identifié, il y a cette phase, de planification, la phase avant le lancement et le pilotage, il y a la phase d'action et là, on va quand même avoir 2 grands types d'actions possibles. C'est les actions qui vont être, on va dire, techniques, où on va, à la fois communiquer et former, sur ce changement et puis il y a des actions, on va dire, managériales parce qu'effectivement, il va falloir, potentiellement informer les managers et que les managers, arrivent à, adopter une posture pour, accompagner au mieux les collaborateurs dans le changement et parfois même et c'est ce que nous on aime beaucoup chez Exoflow, c'est aussi de co-construire avec les collaborateurs pour que, le changement ne soit pas, imposé finalement et qu'ils aient la sensation qu'il soit imposé, mais qu'il soit plutôt accueilli comme quelque chose, de normal et d'acceptable parce qu'ils ont pris parti, à ce changement et à ces décisions de changement. Mmh. Ça, on avait effectivement, pour une petite anecdote, intégré ça dans la plupart des prestations qu'on fait. C'est vraiment consulter les collaborateurs, soit lors d'événements spécifiques dédiés où on va pouvoir, les consulter de façon un petit peu plus ludique, par exemple Mmh mh. sur l'aspect, aménagement, sur l'aspect d'une façon de travailler, sur l'aspect, actes, managériaux et formation, besoins aussi de la part des collaborateurs. Mais il y a aussi toute une part d'entretien qualitatif et ça, avec les aéroports de Lyon, ça avait été assez fort. On avait pu discuter avec à peu près tous les corps de métier, ce qui permet d'avoir une vue aussi transverse, entre la phase de diagnostic et la phase d'action. Exactement. Merci Victor pour cet ajout qui est effectivement, très révélateur et je pense quand on a bien, établi son plan d'action, la phase de pilotage peut être,
bien plus facilité puisque après effectivement l'objectif de la phase de pilotage, c'est qu'on a mis en place ce changement. Il faut pouvoir, s'assurer de le poser au bon moment aussi. Donc, est-ce que les étapes de formation, quand est-ce qu'elles arrivent? Est-ce qu'elles arrivent en amont? Est-ce qu'il y a un temps d'abord de communication important et ensuite on va, former, les personnes qui ont envie de s'impliquer, sur, ce nouveau process, par exemple? Donc, il faut bien réfléchir à toute cette coordination, de comment on va se mettre en place ce changement et enfin, c'est important et ça aussi c'est, quelque chose qui est important chez nous, chez Exoflow, c'est de bien mesurer. Donc, c'est-à-dire que dans la phase de diagnostic, on a déjà envisagé, quels sont, potentiellement les KPI, comme on dit, qu'on essaye d'envisager pour mesurer finalement la réussite de ce changement et ce qui est acceptable finalement, de perte dans ce qu'on a voulu mettre en place mais qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est bien d'anticiper, toutes ces questions. Donc on a ces 3 grandes phases qui sont un peu dans la théorie de la conduite du changement, très classique et nous on a l'habitude de vouloir un peu se les adapter, donc on va vous présenter ça. Mais je vais laisser la parole à Victor pour nous expliquer un peu, le lien avec, l'innovation justement. Tout à fait, puisqu'en fait, on a constaté auprès de nos clients qu'on avait cette envie d'ajouter un volet culture d'innovation pour que l'entreprise puisse vraiment en bénéficier, ou alors complètement orienter la transformation autour de l'innovation en montrant que l'entreprise a besoin de se réinventer. Parce qu'en fait, c'est vrai pour toutes les entreprises et pour tous nos clients. En général, quand on vient chercher de l'innovation, c'est qu'il y en a un besoin ou qu'il y a un ressenti, parce que le marché évolue énormément d'un point de vue écologique, d'un point de vue technique, d'un point de vue des acteurs qui vont pouvoir s'y intégrer rapidement et challenger en fait les business models actuels. On le voit dans tous les secteurs, avec des gens qui sont plus ou moins sauvages dans l'exploration de leur modèle d'affaires, hein, qui mettent à mal des fois des business qui sont rentables et sains, avec des modalités des fois qui sont extrêmement agressives, avec des grosses levées de fonds, avec de l'acquisition d'utilisateurs forcés grâce à des codes promo, etc. Donc, tout le monde peut être menacé assez rapidement, surtout s'il y a des acteurs qui sont très sauvages en termes d'innovation, d'accès au marché. Il y a aussi cette envie pour les entreprises, quand elles font appel à la création d'une culture d'innovation, c'est de pouvoir faire en sorte que les collaborateurs soient vraiment attirés par l'entreprise, qu'ils aient envie de s'y impliquer parce qu'ils voient qu'ils peuvent avoir non seulement un impact avec leur mission, avec leur job quotidien, mais aussi, pourquoi pas, un impact à plus long terme s'il y a des opportunités d'innover. Et on sous-estime souvent le fait que les gens voient du potentiel dans les entreprises. Elles voient pas seulement une carrière, mais aussi un moyen d'avoir un impact. Et c'est ça qui peut créer pour énormément de personnes, et notamment Valentine le disait pour l'aspect jeune génération, mais je ne pense pas vraiment que c'est une question de génération, c'est plus une question, je pense, d'état d'esprit global où la plupart des collaborateurs qui ont eu une carrière ou non ont envie d'avoir un impact au-delà peut-être de leur mission quotidienne. Donc ça, c'est, je pense, important. En plus, au-delà de faire monter en engagement les collaborateurs, parce qu'ils peuvent se retrouver dans la mission de l'entreprise, on va aussi faire monter leurs compétences. C'est-à-dire que l'innovation, nous, on la promeut au travers du mode projet, au travers de méthodes qui mettent en place la collaboration, qui impliquent en fait une réduction un petit peu aussi de la hiérarchie, d'autres pratiques managériales qui sont en général assez attractives, on va dire, et assez sympas, on ne va pas se mentir, pour travailler. Ça permet de mieux consulter les gens, de mieux collaborer, de mieux d'avoir une relation qui est plus interpersonnelle que simplement professionnelle. Et ça, je pense que ça joue dans la qualité de vie au travail. Et enfin, si jamais la culture d'innovation réussit et qu'on arrive à aller au-delà de simplement des gens qui sont motivés, qui font différemment leur travail, qui sont impliqués de façon différente, on peut commencer à développer des avantages concurrentiels forts parce que les collaborateurs font remonter des points intéressants d'innovation, soit directement depuis le terrain, soit grâce à leur contact avec le client, soit parce qu'ils sont au contact de concurrents, d'un écosystème, de fournisseurs qui sont capables de leur donner aussi du recul par rapport à ce que l'organisation, avec parfois ses œillères, nous impose de faire. Et ça, c'est pour ça qu'on aime beaucoup utiliser l'innovation en fait comme un vecteur de transformation. Peut-être qu'avant de lancer tout le protocole, comment est-ce que nous on s'y prend, comment est-ce que vous pouvez vous inspirer aussi de ces façons de faire pour développer une culture d'innovation en parallèle ou pour un projet d'innovation, de transformation. On pense qu'il y a quelques prérequis qui sont nécessaires pour que ça fonctionne et que vous ayez les avantages dont on a parlé juste avant. Déjà, il faut un petit peu changer la culture de l'entreprise dans le sens où il faut que la valeur ne soit plus uniquement perçue dans
les investissements, dans les machines, ou pourquoi pas dans des talents, mais vraiment dans la créativité, dans le potentiel créatif que peut avoir chaque employé, ou en tout cas certains types d'employés. Et ça, c'est dur à concevoir. C'est difficile dans la mesure où, en fait, quand on voyait des employés comme des rouages potentiellement interchangeables d'une machine, la valeur, elle est dans les investissements, elle est dans la marque, elle est dans les actions de marketing. Mais quand on veut une culture d'innovation, ce sont nos collaborateurs qui deviennent les leviers de la transformation. Et c'est un vrai pari. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à le faire parce que ça demande aussi un management, une direction. On ne va pas se mentir. Mais nous, on en est persuadés sur le long terme. C'est ce qui fait que les entreprises aujourd'hui du digital sont aussi puissantes. C'est que leurs employés sont en général assez libres et ils se privent d'assez peu de choses. En fait, si on n'a pas une culture de contrôle et de sélection de quelques projets qui doivent sortir, mais au contraire, un foisonnement de projets, de temps en temps, vu qu'on échoue beaucoup et qu'on essaye beaucoup, on finit par trouver des trucs très sympas. Par exemple, chez Google, Gmail, ça vient d'un projet d'un employé. Je ne sais pas si vous l'utilisez en perso. Nous, on l'utilise professionnellement et c'est un outil excessivement bien fait, avec énormément d'API et qui aujourd'hui est même un outil marketing pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc voilà, c'est un très bel outil. Deuxième prérequis, je pense, faire en sorte d'être sûr que l'entreprise sache où est sa valeur et sur quoi elle veut innover. Parce que certes, on peut avoir un foisonnement, mais le foisonnement n'a pas besoin d'être bordélique. Il peut être parfaitement concentré, parfaitement productif. Et nous, on est assez partisans des programmes pour justement cadrer un petit peu tout ça, qui permettent un foisonnement créatif, mais aussi une certaine dose de contrôle pour être sûr que les efforts et les investissements de l'entreprise aillent dans le bon sens. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on promeut une culture sympa que ça doit être pour le fun. Ça peut être fait dans une culture agréable, mais au service de la valeur de l'entreprise, et ça, c'est très important. Et enfin, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est une injonction, comme le disait Valentine, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. C'est un processus, ça demande de l'investissement, non pas dans les machines, mais dans les collaborateurs, du coup, sur la formation, sur les outils, sur le fait de leur créer en fait un bagage nécessaire pour qu'ils puissent naviguer dans cette transformation par l'innovation. Voilà un petit peu pour cet aspect-là. Et donc ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est effectivement comment, nous on conçoit cette, comment on l'imagine et comment on la propose aussi à nos clients. Du coup, si on reprend un peu l'exemple que je vous expliquais tout à l'heure des 4 étapes, des étapes que va vivre l'individu, tout au long du changement. Pour chaque étape, il y a des phases et on utilise des outils ou on organise des événements en fonction de ces étapes. Donc quand on a, des personnes qui sont plus dans le refus ou qui, veulent, empêcher, on ne va pas forcément leur demander, d'aller faire un atelier de co-construction, ça ne fonctionnera pas, elles ne voudront pas. Donc à cette étape-là, il faut juste, essayer de communiquer et d'être, plus dans une phase, on va dire, d'inspiration. On essaie d'inspirer sans, forcer et donc on va, vous présenter des idées que nous on utilise, régulièrement avec nos clients. On a aussi, la phase qui est importante qui est celle de l'exploration. Donc quand la personne commence un peu à vouloir aller, dans le changement, c'est là qu'on peut aller la former, c'est là qu'on va aller l'outiller, mais doucement aussi, hein. Faut pas, lui verser tout, d'un coup et donc enfin, on retrouve la dernière étape et je pense que c'est celle qui, va prendre, le plus de temps, mais qui en même temps va apporter, comme disait, Victor, le plus de valeur ajoutée. C'est l'implication, c'est l'engagement et du coup, à terme, ça va être vraiment, ce qui va faire la vraie valeur ajoutée de votre conduite du changement, c'est que les personnes vont pouvoir, être vos ambassadeurs de ce changement. Top. Merci Valentine. Et ça, effectivement, c'est vrai que c'est un schéma un peu théorique. Chaque collaborateur, et je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi que vous avez peut-être déjà fait hors de votre organisation cette phase de déclic sur la vision que vous pouvez avoir potentiellement d'une entreprise qui est innovante. Du coup, vous êtes potentiellement déjà dans une phase où il va falloir vous impliquer. Ce qui peut aussi vous donner un décalage avec les plans de transformation qui sont souvent des plans, on ne l'a peut-être pas assez répété, mais qui peuvent prendre des années et on vous montrera le cas d'une grande entreprise qu'on a accompagnée là-dessus, qui en est à sa 4e année maintenant et qui rentre vraiment dans les phases très opérationnelles. Alors, peut-être pour voir un petit peu globalement l'approche, on va se passer la balle avec Valentine là-dessus, mais je pense qu'il y a 4 grandes phases qui sont liées aux phases naturelles de résistance des collaborateurs et au contraire d'implication. Le cadrage, c'est quelque chose qui doit vraiment se faire avec la direction, les actionnaires, et qui demande des efforts assez
modéré dans le sens important, puisqu'il faut une implication, en fait. Il faut une volonté. S'il n'y a pas cette volonté, s'il n'y a pas cette prérogative de certains dirigeants de pousser cette culture-là, ça ne fonctionnera pas, puisque vous n'aurez pas de projets qui pourront aboutir à moyen long terme, même s'il y a des initiatives un petit peu disséminées dans l'entreprise. Et on a vu même le corollaire, c'est-à-dire que si jamais le dirigeant qui portait l'innovation n'est plus là, ça peut aussi mettre un énorme coup sec à ces efforts de transformation pendant des années. Alors, c'est un exemple un peu triste qu'on a, mais pendant le Covid, le président de Nexity est décédé du Covid. C'était lui qui portait l'ensemble des projets, qui était le sponsor principal de l'ensemble des projets d'innovation. Et suite à son décès, pendant les 8 à 10 mois qui ont suivi la transition, plus aucun mouvement côté innovation. Parce que le numéro 2 de la boîte était un financier et qu'il fallait gérer la crise. On met tout en pause et du coup, 8 mois d'efforts ont été bloqués dans le processus de transformation de l'entreprise. Donc voilà, ça a aussi un impact potentiellement néfaste. Donc les dirigeants et les décisionnaires, en tout cas, doivent prendre la mesure des enjeux pour l'entreprise de cette transformation, définir une stratégie, mettre en face des moyens et pourquoi pas des process s'ils sont relativement légers, dans la mesure où des process trop complexes font potentiellement retomber l'entreprise dans ses travers précédents. Une fois que cette phase a été faite, on peut vraiment passer à la phase d'inspiration dont parlait Valentine, où on a vraiment ces acteurs-là potentiellement qui sont pas encore engagés, qui ne comprennent pas forcément la posture, qui ont leur mission et qui l'ont faite pendant longtemps, ou au contraire qui ont été engagés sur une poste et qui comptent bien continuer à le faire sans que ça change du jour au lendemain. Donc voilà, il faut vraiment faire des efforts limités pour inspirer, emmener les gens dans le filet un petit peu de l'innovation. Et pour ça, on fait par exemple les Learning Expeditions, les masterclass, des rendez-vous de l'innovation qui peuvent être inspirants, parler un petit peu au-delà de votre secteur et de votre précaré, qui peuvent en fait ouvrir vos collaborateurs sur un écosystème qu'ils ne connaissent peut-être pas professionnellement. Si vous connaissez un peu les écosystèmes d'innovation, vous savez qu'ils sont hyper riches, mais voilà, tous les types de profils dans les entreprises ne s'y retrouvent pas ou n'y sont pas forcément intéressés. Je ne sais pas si tu avais un élément complémentaire là-dessus. Non, ça complète bien, juste pour les Learning Expeditions, pour, ceux qui ne connaîtraient pas, l'objectif d'une Learning Expedition, c'est vraiment, on travaille sur un sujet, nous, on en a déjà organisé plusieurs et notamment, avec, l'EM Lyon. L'objectif, c'est de montrer à des personnes qui, sont au sein d'entreprises et qui suivent une formation, ce qu'ils peuvent apporter justement dans leur entreprise. Donc ils sont allés visiter, plein de lieux d'innovation, qui ont des objectifs et des univers totalement différents. On peut aller au H7 où on va découvrir, tout un milieu start-up, comme on peut, très bien aller, dans un espace, comme, l'orangerie dont on parlera plus tard, qui est un espace interne à une entreprise et qui cherche quand même à accueillir du monde externe et à innover. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'inspirer, d'aller un peu hors du cadre du travail, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, comment on le fait et comment on l'organise. Et donc, c'est intéressant en ça. Ça touche quand même plus une cible, on va dire, qui est, enfin, dans l'aspect managérial, ou des grands responsables pour comprendre un peu et effectivement, comprendre la dynamique et l'accepter et la diffuser, à toute l'échelle de l'entreprise. Et puis ensuite, on a, la partie initiée, si tu veux que je présente, Victor? Ouais, peut-être sur les Learning Expeditions, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, pour compléter, c'est que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette envie Mmh. aussi. Il y a plein d'exemples hyper inspirants de boîtes qui ont réussi, échoué, qui ont fait des efforts qui peuvent être pas forcément dans le même secteur, mais dans la même configuration d'entreprise. Par exemple, forte dépendance à des fournisseurs ou à une structure interne, ou grosse lourdeur administrative, ou méthode de management similaire, etc. Et ça peut vraiment vous inspirer des fois juste d'aller rencontrer, d'aller rencontrer d'autres entreprises. Donc ensuite, on passe à la phase initiée où là, vraiment, bon, on va quand même demander un petit peu plus d'efforts, qu'à la phase précédente, où effectivement, là, on va avoir, de la formation, classique, mais on peut aussi proposer et ça se fait de plus en plus des capsules e-learning.
Donc là, on propose finalement à nos collaborateurs qui ont forcément des plannings très chargés souvent et qui, n'ont pas, l'occasion d'aller à des formations, parce que, ils ont un emploi du temps, complexe, d'avoir un temps d'autonomie pour, se former avec ces fameuses capsules. Donc il en existe de toutes sortes. On peut, certaines entreprises mettent en place, il me semble qu'Engie a mis en place tout un panel de petites solutions, d'auto-formation. Et donc là, c'est intéressant parce qu'au-delà simplement, d'être, de la formation, annexe d'une véritable, formation, c'est que ça laisse vraiment une forme d'autonomie et d'indépendance, à se gérer et à aller découvrir potentiellement, des nouveaux sujets parce qu'à chaque fois, l'objectif, c'est que la capsule parle d'un sujet ou d'une thématique assez spécifique et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet aussi, de voir aux managers des profils, se dessiner et de faire des propositions après, d'orientation, grâce à ces capsules e-learning. Et enfin, on a les ateliers découvertes et ça, ce qui est intéressant, c'est potentiellement quand on est, dans une phase où on essaye, d'approprier de nouveaux outils, à ses équipes, ben, il faut les former et on peut le faire très simplement en faisant des sessions même à distance où on va utiliser un Klaxoon, un Miro et on va, les faire travailler sur l'outil, on est vraiment dans l'interaction, donc pas comme aujourd'hui où là, aujourd'hui, on présente et on aura les questions, mais tout de suite, quand on est dans un atelier découverte, c'est une présentation qui dure pas plus de 10 minutes et après on agit. On est vraiment dans du learning, et on est en action. Et ça a aussi la force du coup d'être dans l'initiation et d'aller très vite après sur l'implication parce que maintenant qu'on a maîtrisé ces outils, on peut, les mettre en pratique, au quotidien, dans notre travail. Effectivement, dernière phase peut-être, sur l'aspect vraiment implication. Là, il y a énormément de leviers d'action, hein, Mmh. le hackathon dont on parle, traditionnel du milieu du développement n'est pas la seule opportunité qu'il y a. On peut faire des idéathons, donc aller jusqu'à une idée. On peut choisir, d'explorer des futurs possibles. On peut faire tout type de concours d'innovation qui permettent aussi de valoriser à la fois les innovateurs, mais aussi, les projets et les axes stratégiques de l'entreprise. Donc ça n'a pas seulement un impact sur, des idées, mais aussi sur le fait de diffuser toujours et encore cette culture d'innovation, cette volonté de transformer l'entreprise. Les challenges, nous, on aime beaucoup parce que souvent, ça va. La différence avec potentiellement les concours d'innovation, c'est qu'on va essayer d'être spécifique sur les équipes qui sont choisies ou sur les secteurs de l'entreprise qui sont concernés. Ça permet quand même d'avoir un ROI un petit peu plus spécifique, un peu plus précis Mmh. que les appels à idées où voilà, on essaie de commencer à solliciter l'entreprise, voir si il y a des acteurs, des gens qui sont déjà un petit peu ambassadeurs, qui sont déjà un petit peu concernés par la culture d'innovation. On va parler un petit peu maintenant peut-être des environnements qui font que cette culture de l'innovation fonctionne et est bien appropriée par les collaborateurs, parce qu'on peut toujours faire sans. Par contre, selon le temps que vous voulez accorder à ce processus de transformation, à quel point vous voulez qu'il soit efficace, il y a des bonnes pratiques qui permettent de l'accélérer, notamment des actes de management. La première des actions étant de comprendre pourquoi est-ce que les gens innovent en entreprise. Pourquoi est-ce que les gens ont envie de se motiver à passer du temps supplémentaire à leur mission pour travailler pour l'entreprise. Ça paraît un petit peu bizarre dans l'absolu, mais il y a quand même des motivations qui sont assez fortes de la part des collaborateurs. Se former, apprendre de nouvelles choses, se connecter à un écosystème, faire évoluer potentiellement leur carrière. Voilà, il y a plein de motivations sous-jacentes qui existent et qui peuvent être sollicitées dans votre entreprise. Deuxième point, être bien au courant que dans l'innovation, il y a un taux de mortalité élevé, malheureusement. Il y a beaucoup de projets qui doivent disparaître, soit parce qu'ils ne sont pas dans le bon temps du marché, soit parce qu'ils ne sont pas efficaces, soit parce que l'équipe et le projet n'étaient pas adaptés. Ça arrive souvent. Et il faut accepter qu'il y a une partie de l'investissement qu'on va faire qui soit perdue. En termes de budget, en termes de temps, en termes de formation, en termes même de collaborateurs, peut-être qui font une formation et partent de l'entreprise. Néanmoins, il faut savoir capitaliser sur les échecs, savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et être objectif, réaliste avec ses actions. Ensuite, autre chose qui marche assez mal et qu'il faut faire bien attention à surveiller, c'est de trop donner de liberté. C'est au contraire assez castrateur pour les innovateurs parce qu'ils risquent d'explorer plein de pistes et de se retrouver dans des impasses. Parce que l'organisation n'a pas créé les bons process, n'a pas bien diffusé ce qu'étaient les enjeux importants.
Et du coup, on a de la perte d'énergie et potentiellement aussi des efforts contre-productifs par rapport à la transformation de l'entreprise. Pareil, si jamais on a des énormes attentes par rapport à l'innovation, il faudra mettre en place du temps, des moyens, du soutien, des possibilités d'aller vite aussi pour les intrapreneurs. Et ça a un prix. Du coup, il faut que les entreprises le comprennent. Et enfin, il faut que la direction soit ultra impliquée et qu'elle soit capable de donner son veto ou au contraire son go pour accélérer les projets, que la motivation ne meure pas et que les collaborateurs puissent aller jusqu'au bout. Ou au contraire, soit rapidement stoppés avant que ça devienne des gouffres à pognon. Ça peut arriver aussi. Peut-être un petit point sur aussi de bonnes pratiques en termes de retour sur investissement attendu et de périmètre de l'innovation. Déjà, comme je vous disais, être sûr de ne pas créer d'injonction paradoxale, c'est-à-dire challengez-nous, faites de la disruption, et derrière, quand un collaborateur vous amène un nouveau business model, bloquez immédiatement le projet et interdire, bannir, rendre tabou le projet. Ça nous est arrivé, notamment dans le milieu de l'assurance, où on avait des projets qui remettaient en cause la rentabilité très importante de certains trucs et certains mécanismes financiers qui existent dans la rentabilité des projets d'assurance. Ça passe pas. Mais à côté de ça, on avait quand même des injonctions qui étaient disrupter notre modèle, faites changer les choses. Voilà. Donc toujours être bien clair là-dessus, c'est important. Ensuite, les sujets qui sont propices à être innovés, est-ce qu'on peut se permettre d'aller au-delà, d'aller sur du digital, d'aller sur du service quand on est une entreprise de produits, ou inversement, de commencer à pouvoir faire du service quand on est une entreprise de produits. Donc c'est très très important d'être au clair là-dessus. Savoir ce qui va advenir des projets, parce qu'on peut se dire, en fait, on a juste besoin d'identifier des projets et il n'y aura pas de suite. Si c'est clair, il n'y aura pas de démotivation, il n'y aura pas de problématique par rapport à ça. Par contre, si on dit que s'il y a des projets pertinents, ils peuvent être continués, il faut trouver des modalités pour qu'ils continuent à exister et qu'ils soient testés ou au moins challengés. Et enfin, faire en sorte que les collaborateurs soient valorisés tant qu'ils essayent et qu'ils participent à créer le projet que vous avez en tête. Et c'est des choses toutes bêtes, hein. Remercier sur un post LinkedIn des collaborateurs, les valoriser avec une formation, leur proposer de valoriser s'ils ont été un manager d'un innovateur, de dire que voilà, ils ont pris du temps pour ça et de le reconnaître, ou de l'intégrer à des objectifs de management, ce qui peut être le cas dans certaines boîtes. Donc voilà, c'est quand même un petit peu le plus important d'un point de vue vraiment organisationnel. Tiens, en mute, Martine. Oui, je l'avais mis pour bien te laisser parler. Donc, je vais poursuivre pour créer vraiment finalement ce cadre favorable à la conduite du changement, mais surtout aussi à l'innovation. C'est d'ancrer sa vision de ce changement par l'espace. Souvent, les personnes, on leur parle de changement, mais ils ne visualisent pas. Il y a pas quelque chose de concret, il n'y a pas une forme de communication assez importante. Et quand il s'agit en tout cas d'intégrer une culture d'innovation, c'est très important d'avoir un lieu qui ancre et qui explique et qui témoigne finalement de ce qu'est l'innovation. Et nous, notre objectif quand on va dans les entreprises, c'est de leur faire comprendre, et souvent on retrouve des espaces qui sont inexploités dans les entreprises, ou du moins mal exploités, et qui ont totalement la légitimité d'accueillir un lieu comme celui-ci, donc où on est vraiment libre de créer avec une modularité pour créer un espace alternatif, où on peut à la fois former, faire des présentations, être vraiment en brainstorming où tout le monde est debout. Donc l'idée, c'est vraiment de créer cette modularité, et là, c'est ce qu'on a créé pour l'entreprise de Biopharm, qui possédait finalement ce lieu, et qui était plutôt assez classique, un peu scolaire, et qui permettait pas, avec le mobilier qui était assez rigide, qui permettait pas cette modularité. Donc on a essayé de co-construire avec eux à quoi ressemblerait ce lieu, comment on pourrait l'améliorer, et comment, aux usages de l'entreprise et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle a envie de faire demain, créer un lieu alternatif où tout le monde peut venir pour collaborer. Et puis on retrouve, c'est vraiment un enjeu partout, puisque je veux bien, Victor, que tu passes à la seconde slide, où en fait on retrouve cet élément-là aussi chez Enedis, qui du coup a, pareil, un sacré programme d'innovation, et qui du coup devait faire travailler 2 équipes ensemble dans un nouveau lieu. Donc là, l'objectif aussi dans la culture de l'innovation, c'est parfois aussi de casser ces silos qu'on a créés avec le temps, où chaque service travaille de son côté, et de proposer des lieux, en fait, c'est un peu ces lieux de lien,
qui sont à disposition de 2 équipes où on peut totalement venir et travailler ensemble ou travailler seulement avec son équipe. Mais il y a une forme de finalement d'ouverture, vers les autres en interne, parce qu'on est vraiment sur d'abord, favoriser, les services en interne, mais aussi potentiellement et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on accueille des personnes externes, on parlait de Learning Expedition, tout à l'heure. Souvent, il y a des entreprises qui accueillent dans leurs espaces d'innovation, les visites et donc qui peuvent, faire profiter, les personnes, de ce lieu. Et là aussi, l'objectif reste toujours le même, hein, d'avoir cette modularité et de permettre, à tous de travailler différemment. Parce que ça, c'est un enjeu aussi on identifie beaucoup dans les entreprises aujourd'hui. C'est qu'entre le flex office et les problématiques, qui sont liées à la gestion des locaux, la question justement de on conduit le changement, elle passe aussi par l'espace. On va finir sur les bonnes pratiques peut-être, Victor, pour laisser l'occasion après d'aller visiter, l'Exoverse? Yes, ça me va bien. Alors, du coup, peut-être un tout petite incarnation d'un projet qu'on a fait avec Groupama dans la région Rhône-Alpes, pour vous montrer un petit peu comment on a travaillé en quelques années avec eux, hein, sur 4 ans, enfin presque 5 ans maintenant. Donc, le cadrage avait été fait sur vraiment faire en sorte qu'il y ait une connexion à l'écosystème de l'open innovation et de la création de projets qui allaient changer l'entreprise, soit en créant de nouveaux services, soit en renforçant le core business. Donc, c'était assez clair. Il y avait une volonté d'expérimenter avec une petite cellule en interne de l'entreprise pour voir comment ça fonctionnait, tester pendant 1 an ou 2, voir s'il y avait des retours. On a donc identifié un processus de recrutement spécifique, aller chercher des collaborateurs qui étaient hors de l'entreprise et qui allaient pouvoir apporter 100% de leur temps dans le projet. On a identifié un certain nombre d'opportunités, des clients, des réseaux d'innovation internes et externes, ce qui a permis d'initier un certain nombre de projets qui ont été des occasions d'acculturer l'est de l'entreprise, hein. Quand on a fait des projets, par exemple, sur les drones agricoles, on est allé chercher des experts, on est allé chercher des assureurs, on est allé chercher des gens spécialisés dans le risque, ce qui nous a permis aussi, pour certaines problématiques du projet, d'en faire des cas d'usage pour les collaborateurs, et dans certains cas, utiliser vraiment l'expertise et les atouts que peut proposer Groupama à ses intrapreneurs. Et après quelques années, on a pu avoir un certain nombre de projets qui maintenant ne sont plus portés que par des membres externes ou par des recrutements spécifiques, mais vraiment par des intrapreneurs internes qui ont été formés, qui ont été acculturés, qui ont fait les phases d'inspiration et d'initiation et qui peuvent maintenant aussi être partie prenante vraiment de ces aventures intrapreneuriales, puisqu'il y a maintenant même des entreprises qui sont sorties de Groupama, qui sont devenues des startups à part entière, avec de la prise de capital de la part des collaborateurs. C'est fait uniquement sur les projets qui ne contribuent pas au cœur business, donc des projets qui viennent diversifier la proposition de valeur de Groupama. Donc c'est très spécifique pour ces projets-là. Je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on accompagne peut-être les projets aux grandes étapes, mais c'était pour vous donner un petit peu de recul sur qu'est-ce qu'on va mesurer, nous, Exoflow, puisqu'on n'est pas forcément dans tous les éléments stratégiques de l'entreprise. Mais à chaque grande étape, on va être sûr de bien être aligné avec les attentes de l'entreprise, bien aligné avec la création de valeur et ce que peut porter l'entreprise et ce que va vouloir porter l'entreprise, faire en sorte que les clients suivent grâce au prototype, faire en sorte qu'on aille très rapidement challenger la proposition de valeur pour rapidement échouer ou réussir, ce qui fait partie du process d'innovation. Et enfin, on va avoir une approche où, si le projet peut sortir, créer une médiation avec l'entreprise pour que le projet puisse continuer à exister, être réintégré à l'entreprise ou au contraire en sortir. Et ça, c'est toute une partie du projet, enfin des projets de transformation que je trouve les plus intéressants, puisque l'entreprise se transforme, devient un écosystème, pourquoi pas de services, pas uniquement en interne, mais aussi en externe. Peut-être quelques petites bonnes pratiques pour conclure. Oui, je pense que je vais te laisser commencer peut-être par la première, Victor, mais ce qui est important pour nous, c'est, nous, on utilise ces méthodes, très régulièrement, mais on voulait quand même vous donner des pistes aussi de réflexion, et des bonnes pratiques que vous pouvez, parfois mettre directement en place et d'autres, à penser et à réfléchir. Mais du coup, je vais commencer, enfin, je te laisse commencer pour la première, Victor. Ouais. Un truc tout bête, comme je vous disais, valoriser ceux qui innovent et qui prennent du temps supplémentaire pour faire avancer votre projet de transformation. Là, typiquement, c'était le projet qu'on a fait avec La Poste. Il y a une trentaine d'intrapreneurs qui vont pouvoir, s'ils passent toutes les étapes et qui montrent qu'ils ont bien intégré la volonté de l'entreprise, avoir des projets qui sont financés et testés. Et là, voilà, c'est la directrice innovation qui va juste les remercier, les citer, les valoriser en fait sur LinkedIn.
La formation en elle-même est déjà un cadeau. La possibilité de participer au programme est aussi un cadeau, en quelque sorte. Donc, ça motive, ça en réengage pour certains types de collaborateurs. Et ça permet aussi de trouver des nouvelles sources de business. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Ensuite, on a mis, le DISC et le MBTI parce que ça nous semble intéressant aussi de comprendre un peu les profils, que ce soit des innovateurs ou même des collaborateurs au sein de l'entreprise pour justement, accompagner ce changement. Donc, en général, ce sont, des formations qui sont proposées, mais on peut aussi, parfois, remplir nous-mêmes, il y a des versions un peu plus simples, en ligne du MBTI où, on peut avoir une idée de la personnalité de la personne et comment adapter finalement, notre accompagnement, pour cette personne différemment. Et ça, c'est un enjeu qu'ont les managers aujourd'hui, c'est d'accompagner, chaque collaborateur dans le changement et des fois, ça veut dire aussi prendre en considération qu'ils ne sont pas tous pareils et n'ont pas les mêmes besoins, à différents stades et qu'il faut, forcément adapter, cet accompagnement. Donc, ça permet bien de cibler, ces différents profils. Peut-être sur le fait de décentraliser, la prise d'initiative, ben, ça rejoint un peu ce que je présentais auparavant, d'ancrer, dans un lieu finalement, dans l'espace, votre projet, de conduite du changement. Ça permet aussi finalement, là, on a le cas de l'orangerie, d'être ouvert, à différents lieux. En fait, pour vous donner une information, l'orangerie, c'est, un espace qui a été mis en place par Biomérieux Université pour offrir à tous les collaborateurs en interne un espace pour, soit collaborer, soit, faire des formations. Donc vraiment, il y a juste à réserver et venir dans ce cadre qui est assez idyllique parce qu'ils sont en plein milieu de la campagne et de passer un temps un peu divers, et changer un peu du cadre habituel. Donc il y a un peu ce côté, voilà, de pouvoir travailler et un peu ce côté aussi de neutralité, qui fait que quand on n'est, pas dans nos locaux ou qu'on n'est pas dans un lieu, qui appartient à un service en particulier, on peut, se permettre de passer comment dire? Une réflexion et faire prise d'initiative, avec nos équipes et faire remonter ça à la direction. Donc ces lieux-là sont extrêmement importants. Je pense qu'on peut passer à la suite. Oui, tout à fait. Alors juste, on commence à arriver dans les 15 dernières minutes Mmh. de la présentation. Heu, Je finis avec les 2 très Ouais, rapidement bien sûr, et je vous laisse là-dessus et je vous ai d'ores et déjà envoyé le lien pour l'Exoverse. Ça peut mettre un peu de temps à charger, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et le mettre dans un autre onglet. Comme ça, vous aurez tout le chargement en cache et vous pourrez y revenir quand vous voudrez. Voilà, je te laisse le finir, pardon. Et du coup, enfin, pour les 2 dernières pratiques, ce qui est important, c'est, si vous identifiez des personnes qui sont très intéressées par, des boîtes à outils et qui commencent à en créer une, dans votre entreprise, proposez-lui de les mettre en valeur. Soit sur, une communauté Yammer si vous en avez une, sur un OneShare où on peut vraiment partager. Mais, il faut mettre, à disposition ces outils, ces méthodes, aussi bien dans un espace, si vous avez déjà un espace de collaboration, ça peut être intéressant de les afficher, avoir une sorte de un petit espace, comme un prospectus qu'on viendrait chercher et qu'on s'approprie. Ces outils-là, il faut qu'ils soient visibles, sinon s'ils ne sont pas partagés, c'est dommage. Donc, on vous conseille, de bien les mettre en avant si vous en avez déjà ou alors de vous la constituer au fur et à mesure. Nous, on avait écrit un livre, blanc sur la facilitation où on donne quelques outils, ça peut vous servir aussi. On vous invitera à aller regarder ça et enfin, le dernier point, peut-être que Victor, tu sauras, bien expliquer, comment fonctionnait, un écosystème. Oui, c'est sûr. Là, c'est un des points que je pense qu'il ne faut pas négliger, c'est que si on fait une transformation seul, c'est-à-dire sans se tourner vers son écosystème à aucun moment, je pense que c'est une erreur. Certes, votre entreprise est unique et il va falloir trouver les bonnes modalités pour la transformer. Par contre, il y a plein d'entreprises qui auront vécu des process similaires, qui peuvent vous apporter beaucoup aussi dans la collaboration, qui peuvent vous apporter aussi dans la création de valeur, qui peuvent être plus avancées, moins avancées dans le processus de leur transformation. Et ça peut voilà, vraiment vous débloquer sur certaines choses ou vous ouvrir des opportunités plus importantes. Une entreprise qui a vraiment orienté toute sa transformation d'innovation sur l'open innovation, c'est Legrand, par exemple, qui font les prises électriques et les tableaux électriques. Eux, ils ont beaucoup besoin des gens qui vont être branchés chez eux. Et ils travaillent notamment de plus en plus avec la donnée, avec l'immobilier. Ils remontent en fait les chaînes de valeur ou ils les redescendent, mais dans une logique d'open innovation. Hop, voilà, donc est-ce qu'on a peut-être quelques questions potentiellement et après on pourra faire un petit tour sur l'aspect Exoverse si ça vous va.